L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Mathilde Feld. Mathilde, bonjour. Bonjour. Élue depuis 2024, députée de la 12e circonscription. Et si je ne me trompe, je crois qu'ici à Sauveterre, on est dedans. Absolument, tout à fait, je confirme. Ouf, ça va. Voilà. Et votre venue aujourd'hui, déjà, content de vous rencontrer parce que c'est beaucoup d'engagement, d'activités diverses et variées. C'est pas toujours évident de rencontrer son député, y compris quand on est un média. Euh, Élu en 2024, donc, est-ce que, on va rentrer tout de suite dans cette question, est-ce que cette élection, comment elle arrive? Est-ce qu'elle était attendue, cette élection? Est-ce que c'est le fruit d'un long engagement qui voulait justement s'engager un peu plus politiquement au départ? Non, pas exactement. Non, non. Donc en fait, moi, mon parcours politique, il commence en 2008, donc où j'intègre l'équipe de Jean-Marie Darmian à Créon, puisque suite à diverses responsabilités associatives, il trouve ça intéressant de me faire rentrer dans le conseil municipal. Donc sur ce premier mandat, je suis conseillère municipale. Et puis ensuite, je repars sur un second mandat avec Pierre Gachet, puisque Jean-Marie Darmian arrête. Et là, Pierre Gachet me dit, moi, j'ai pas du tout envie d'être président de la communauté de communes. Est-ce que tu veux le faire à ma place? Enfin, à ma place. Une C'est proposition un peu... Ah bon? donc voilà. Enfin, quand je dis à ma place, c'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai que de coutume, souvent les présidents de communautés de communes, ce sont les maires des villes centrales, quoi, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça un peu rapidement, mais donc en fait, il me dit si ça t'intéresse, moi je trouverais ça bien que ce soit toi, etc. Donc moi, il faut savoir, je suis fonctionnaire territorial au départ, et donc j'étais DGS, donc directrice générale de la communauté de communes de la juridiction de Saint-Émilion au départ. Ah oui, d'accord. Donc je connaissais la fonction, mais du côté fonctionnaire Du côté territorial. Donc fonctionnaire. Ah, voilà, c'est intéressant du voilà. coup. Ça Donc donne une expertise, j'imagine. exactement, et c'est pour ça que Pierre Gachet me propose de faire ma campagne, entre guillemets, quoi, voilà. Donc, je suis présidente de la communauté de communes du Créonais pendant le mandat suivant. Donc, évidemment, ça me permet là tout d'un coup de rencontrer énormément de gens, hein, forcément, et d'installer une présence politique de ma personne, hein, de m'installer en présence politique, en fait, dans ce coin-là, en tout cas dans le Créonais, puis un petit peu en Gironde, puisque forcément, on rencontre aussi le président du département, etc. Enfin, bon, bref. Donc, de fil en aiguille, je deviens voilà, un peu présente dans le paysage politique, on va dire ça comme ça. Et puis, bon, moi, j'ai jamais caché mon engagement à gauche, mais c'est vrai qu'en tant que présidente de communauté de communes, je ne me suis pas autorisée à être très clairement engagée dans un mouvement, quel qu'il soit, parce que c'est vrai qu'on représente, en tant que présidente de communauté de communes, tout un tas d'obédiences différentes et que, voilà, on se doit de rester relativement neutre, même si j'ai quand même toujours affirmé que j'étais une femme de gauche, ça, c'était très clair pour tout le monde. Donc ensuite, quand j'ai quitté la présidence de la communauté de communes, là, je me suis sentie beaucoup plus libre de m'engager. Donc je me suis engagée de façon plus prononcée, on va dire, au sein de la France insoumise. Mhm. Et puis là, tout d'un coup, on s'est dit, pour les prochaines législatives, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un de la France insoumise qui se présente sur cette 12e circonscription. Et donc là, on est en 2022, alors, enfin un petit peu avant 2022. Exactement, on est Voilà. juste l'été d'avant 2022, et où moi je dis attendez, doucement, enfin moi j'ai Voilà, jamais vu ça comme ça, Molo Pepito. voilà, c'est sûr qu'il y a personne d'autre, etc. Et en fait, en tout cas dans les gens qu'on a rencontrés sur la 12e, il y avait personne qui avait mon expérience politique, et donc les militants ont dit quand même t'es quand même la mieux placée. En gros, tu connais déjà un peu du monde, il y a du monde qui te connaît aussi un peu. Enfin bon, bref. Donc, on y est allé comme ça, quoi. Donc, on a fait une très belle campagne en 2022. On a perdu à 183 voix. Ça- ça- c'est terrible, j'ai envie de poser la question. Ça fait quoi à ce moment quand on voit ce genre de score? Mais je trouve qu'il faut quand même des nerfs en acier des fois pour pas. Alors, franchement, pour parler très franchement, je vais peut-être choquer des militants en disant ça, mais c'est pas grave, je l'assume parce que c'est la vérité et puis c'est comme ça. Mais j'étais dans une démarche, enfin, dans un, comment dire, dans un passage personnel de ma vie avec ma maman qui était en fin de vie. Et du coup, ça n'a pas été un coup de massue pour moi, en vérité, cet échec. Ouais.
parce que j'avais aussi en fond le fait d'accompagner ma mère sur ses derniers mois de vie et que ça me faisait aussi très peur d'être accaparée par autre chose Et de plus que par pouvoir ça. vous consacrer justement Voilà. autant. Et donc, quelque part, ça a été dur parce qu'il n'y avait aucune raison qu'on perde, en vérité. Et j'aurais pu faire un recours pour un si petit nombre de voix, Et j'imagine que en oui, fait. autour, ça a dû un peu inviter à ça ou quoi. Mais il y a certains militants qui n'ont pas compris Ouais. pourquoi je ne faisais pas de recours, etc. Et c'est vrai que du coup, enfin, ils pensent ce qu'ils veulent, que j'ai pas été à la hauteur de la situation, peut-être qu'ils espéraient. Mais c'est vrai que quelque part, moi, ça m'a permis de repartir sur l'événement familial que j'étais en train de vivre. Mm. Et donc, j'ai laissé passer cet échec. Ça n'a pas été un coup de massue. Voilà, ça a été une grosse déception, bien sûr. Oui, ça résonne Évidemment. un peu dans quelque chose des fois. Alors, on dit que je suis un peu trop optimiste ou un peu trop je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression que quand on est sur un chemin cohérent, juste, bien centré, les choses se font, en fait, si elles doivent se faire, ne se font pas si elles ne doivent pas se faire, et parfois peuvent se rejouer plus tard, Mmh. dans des conditions bien plus adéquates pour tout le monde, puisque bah là, c'est ce qui se passe aussi, en C'est ce qui s'est fait. passé. Voilà. Donc finalement, un choix juste, un choix de cœur, Mmh. et qui est... Ça fait du bien des fois quand on sent qu'il y a une récompense au bout de dire, bon, bah, ce choix était juste, et voilà, maintenant, repartons, l'esprit disponible, Ouais, en mais fait, et le cœur enfin, disponible. c'est très marrant que vous disiez ça parce que c'est vraiment exactement comme ça que je l'ai vécu. Alors après, ça fait un peu mystique, un peu croire au destin, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et par contre, là, quand est arrivée la campagne de 2024, là, Alors par contre, là, j'ai dit là, je lâche rien, là, par ouais. contre. Là, Là, par on y contre, là, va. ouais. Et là, par contre, si ça avait été un échec, là, je l'aurais très, 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 très mal pris. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr et certain. Et ça n'est pas un échec, Et ça n'est pas un échec. puisque vous voilà élu avec évidemment des projets. Et on va en parler dans la deuxième partie de cette interview matinale, puisque bon, bah, être élu, c'est voilà, c'est sympa. Mais après, il s'agit de mettre en route un peu ce qu'on a envie de mettre en route. Et parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie, il se passe un peu vite. Parce que l'idée, c'est que quand vous êtes élu, à un moment, il y a cette proposition aussi de siéger à la commission des finances. C'est ça Alors ça, c'est un souhait que moi, j'ai formulé, oui, tout à fait. voilà, là, c'est un souhait. C'est mon choix. C'est votre choix, donc d'être en commission des finances, donc d'aller voir un petit peu c'est quoi la commission des finances. En gros, on va vérifier que tout le monde dépense bien l'argent comme il faut. Écoutez, moi, en tout cas, l'image que je m'en faisais, c'était en effet de voir, de savoir que là, en commission des finances, tout arrive. C'est-à-dire toutes les thématiques qui sont examinées à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission des affaires sociales, commission des lois, commission On européenne, passe la forcément défense, par le etc. volet financier, en fait. On passe forcément par le volet financier. Voilà. Ah, Donc, moi, c'était mon idée, en fait, pourquoi j'avais envie de siéger à la commission des finances, parce que c'est là que tout se passe. En fait, moi, j'ai été en poste de direction dans les collectivités, hein, je sais comment ça se passe, c'est le budget qui définit la politique. Voilà, oui. c'est tout. Donc forcément, du coup, en étant en commission des finances, bah, ça permet d'avoir un œil sur ce qui se passe. Et il y a un dossier qui arrive, c'est cette histoire, et on va développer le sujet parce que j'ai pas trop compris, en fait, de règlement d'ensemble. Mhm. Grosso modo, enfin, de ce que j'ai compris, faut me corriger hein, si je dis des bêtises, je voudrais pas que. C'est quoi? C'est un moment quand on a un petit souci avec de contrôle fiscal, on peut négocier sans se faire contrôler vraiment. Enfin, Exactement, d'accord. mais c'est exactement ça. Voilà. En fait, en tant Bon, que commissaire aux finances, moi, j'ai choisi de reprendre donc le rapport sur, puisqu'on est, on est tenu de rendre un rapport, donc une mission spéciale, en tant que commissaire aux finances. Donc, il y a plusieurs thématiques possibles. Et moi, j'ai choisi l'évasion fiscale. Et ça, c'est entre l'évasion, la fraude, enfin, c'est même pas de l'évasion, non, c'est presque c'est de une la fraude négociation fiscale fiscale. institutionnalisée. Voilà, c'est de la négociation fiscale. Voilà. Et on va prendre le temps de développer tout ça Mm. dans la deuxième partie de l'interview. Très bien. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Mathilde Fell, députée de la 12e circonscription depuis un an, à peu près un an. C'est ça, absolument. On a Voilà. fêté les 1 an il y a 3 jours. Ouais, je suis en train de regarder. Bon Le anniversaire. 7 juillet. Merci. Et alors, on parlait de votre parcours, de comment tout ça est arrivé, et aujourd'hui aussi de cette question qui est le point de rencontre en fait aujourd'hui, de la question des règlements d'ensemble. Puisque pour résumer, pour les auditeurs qui arriveraient juste maintenant,
Une fois élu, vous demandez à être à la commission, à siéger à la commission des finances parce que dans votre expérience au sein de la CDC, au sein du Créoné, etc., le budget, c'est quand même. Il y a toujours la question du budget qui revient à un moment, quoi qu'on fasse. Donc, ça permet d'avoir un œil. Et là arrive cette découverte du règlement d'ensemble que je vais trivialement appeler l'inégo avec Polo. Mais globalement, on n'est pas loin. Tout à fait, C'est-à-dire, tout à on fait. peut en parler. En fait, donc c'est un rapport que je fais avec un collègue député du Cher, Nicolas Sansu, et qui lui parle de maquignonnage. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de votre négo avec Polo. Donc en fait, c'est une procédure qui a été officialisée par une note de la DGFiP qui date de 2004, donc qui est restée totalement opaque pendant 15 ans, puisqu'on n'a rien su sur cette procédure, jusqu'à ce qu'en 2018, donc on n'a rien su des montants qui étaient en jeu, etc., de la façon dont ça se passait. Et puis, et cette note n'a pas été publiée d'ailleurs, hein, c'était une note interne pendant très longtemps. C'était limite un post-it sur un écran d'ordi, presque. Ça, Voilà, ça équivaudrait aujourd'hui, en 2004, il n'y avait pas encore les mails, mais un petit mail. ça équivaudrait à ça aujourd'hui. Voilà, un mail de la direction qui vous dit, bon. Oui, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ce mail alors? Il dit que en fait, quand le contrôle fiscal, puisque c'est quand même dans le cadre d'un redressement, hein, c'est-à-dire que la personne a fait sa déclaration d'impôt, le fisc a dit, non, on n'est pas tout à fait d'accord, donc il y a un contrôle fiscal, il y a un redressement fiscal, et là, le redressement est contesté. Okay. Et en fait, le redressement est contesté, mais en effet, la notification qui a été faite par les services fiscaux, ils ne sont pas très sûrs d'eux parce que la fiscalité de l'entreprise ou du contribuable est extrêmement complexe, avec des montages fiscaux qui sont compliqués. L'administration fiscale n'est pas très très sûre d'elle. Il y a un petit doute. Il y a un doute. Elle a peur d'aller au contentieux puisque en fait, si elle va au contentieux, il y a un risque potentiel qu'elle perde tout. Donc plutôt que de tout perdre, on va négocier, se mettre d'accord sur une somme. Comme ça, on est sûr de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État. Mais c'est étonnant parce que de perdre au contentieux, enfin, les fiscalistes, en principe, ils sont armés, outillés quand même pour. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, en face, on se dit on va peut-être pas gagner alors que ça semblait. Nous, on trouve ça très curieux aussi. Alors, donc, on a auditionné des cadres de la Direction générale des finances publiques qui nous expliquent que ce sont des montages extrêmement complexes, que le livre des procédures fiscales est tellement compliqué que ça ne permet pas de définir de façon très précise, par exemple, les prix de transfert à l'intérieur des entreprises et des filiales, que donc, comme ils ne sont pas très sûrs d'eux, et qu'il y a toujours une brèche, que le juge aussi fiscal peut aussi avoir des interprétations qui ne sont pas forcément très stabilisées, etc. Plutôt que d'aller au contentieux et de risquer de tout perdre, on va faire un règlement d'ensemble. Voilà. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une très mauvaise raison parce que, en effet, moins on va au contentieux, moins il y a de jurisprudence qui peut stabiliser. C'est ce que vous disiez, en fait. C'est que le contentieux, ça permet aussi de statuer sur une situation, de faire une jurisprudence et donc d'affirmer un peu plus la solidité et le cadre légal. Exactement, c'est comme si on fixait des marches en fait à chaque fois en disant bon, il y a une jurisprudence qui définit le calcul par exemple du prix de transfert, donc on sait très bien que quand on va notifier un redressement, on s'appuiera sur ces modalités de calcul qui sont intangibles puisqu'il y a une jurisprudence qui les fixe. Aujourd'hui, comme on ne va pas au contentieux, il n'y a pas de jurisprudence. Et donc, ça devient de plus en plus dangereux, finalement, d'aller au contentieux. Enfin, en tout cas, on ne stabilise rien. Oui, mais donc là, on parle de grosses de grosses sociétés, de gros montages financiers ou quoi, mais c'est peut-être une astuce. Je ne sais pas si moi, à un moment, on veut me faire un contrôle fiscal avec mes revenus, je ne vais pas les dire parce qu'ils sont. Voilà. Je peux dire turlututu, chapeau pointu, j'aimerais bien faire un petit règlement d'ensemble. Alors, a priori, vous pouvez toujours essayer, mais je ne suis pas sûre que le fisc, dans votre cas, sera très friand de se mettre à table avec vous. Parce que là, je pense que sur des petits contribuables avec une fiscalité assez simple, ils sont assez sûrs de leur coût et ils vous diront non, on vous a fait un redressement fiscal, vous nous payez ce que vous nous devez, en fait. D'accord. En fait, là, ce qu'on voit, en tout cas, le peu qu'on connaît, puisque donc, depuis 2020, il y a quelques pages donc, de compte rendu dans un rapport qui est remis annuellement au Parlement
sur les remises et les transactions donc, qui ont lieu en matière fiscale et qui, là, elles sont encadrées et renseignées. Donc, on a demandé de rajouter quelques pages sur ces règlements d'ensemble. Donc, on a quelques données statistiques et on peut voir que ces règlements d'ensemble, ils sont pratiqués sur des sommes qui sont extrêmement importante et à 80% pour des entreprises et pour même pas 20%, je crois un peu moins de 20% sur des contribuables. Mais des Oui. contribuables qui déclarent au minimum 200 000 euros par an. Ouais, donc oui, Donc c'est ça. À un c'est ni vous moment, ni moi. une donnée aussi, c'était que sur ces règlements d'ensemble, il y a eu une grosse augmentation. Si je vois que en 2019, on est à 116 règlements d'ensemble, et en 2024, ça monte, ça double, ça plus que double d'ailleurs. Oui, Exactement. ça C'est triple multiplié par presque. 3. C'est multiplié Ouais, ouais. par 3. On est à 316, en effet. Donc, c'est aussi ça qui nous a alertés, en fait. Et c'est ça aussi qui nous a dit bah, il faut qu'on se penche sur la question parce que où Oui, on jusqu'à va maintenant, comme ça ça, passait quoi. presque sous les radars. C'était quasiment, bon, voilà. Bah, ça Là, passe quand sous tous même. les radars parce qu'on n'avait aucun rapport, en fait, Ah dessus. oui, oui, d'accord. C'était totalement opaque. Ça reste une pratique qui est totalement opaque puisque c'est une pratique Elle, orale elle est pas qui définie. n'a aucun cadre légal. Ouais. Donc, de toute façon, ça reste totalement opaque. Mais on a quand même quelques pages dans un rapport. Mais cela dit, on ne sait absolument pas comment ça se passe. Et on a quelques pages dans un rapport depuis le 2019. Donc, on sait que c'est passé de 112 à 316 en 5 ans. Mais on ne sait pas comment ça a évolué avant, Ah en oui. vérité. Ouais, ça se trouve, il y en avait 18. Puis, enfin. Et donc, l'idée, c'est de proposer quoi alors? Parce que l'idée, c'est pas de dire stop, on fait plus ça. C'est, j'imagine, plutôt de. Exactement. Donc, alors, nous, on a dans les auditions, on a fait quand même une petite dizaine d'auditions. Et dans les auditions qu'on a faites, on a reçu des agents donc, de la Direction générale des finances publiques, qui sont des vérificateurs, qui sont des contrôleurs, qui sont syndiqués. Donc, il y avait la CGT, il y avait Solidaire. Et eux, ils sont clairement contre cette pratique. Eux, ils voudraient. Les agents, eux, alors que ça leur ferait du boulot en plus, pourtant. Alors, Enfin, ça leur ferait du boulot en plus. Alors, si on leur donne des effectifs, ouais. peut-être que voilà, mais pour eux aujourd'hui, en tout cas, eux, ce qu'ils en voient de cette pratique, c'est que donc ils ont des vérificateurs qui vont faire ces redressements fiscaux, qui sont pas forcément assez armés pour en effet être très sûrs de leurs coûts. Mais ce qu'ils voient surtout, c'est qu'ensuite le dossier leur échappe et que les règlements d'ensemble se font sans eux, sans les D'accord. vérificateurs qui ont été faire le contrôle fiscal a priori. Ah oui, donc c'est vraiment. Ouais. Donc, alors ça, c'est la parole des syndicats et la parole des cadres qui nous disent non, non, ils sont associés, ils viennent avec nous, etc. Donc là, c'est un peu flou. On ne sait pas exactement qui croire, quoi croire. C'est clair. Moi, je ne vais pas dire je crois les uns, je ne crois pas les autres. Par contre, nous, ce qu'on préconise, du coup, dans le doute précisément, c'est un encadrement légal de cette pratique, c'est-à-dire vraiment définir les cas où, en effet, on a recours à cette pratique, mais essayer de réduire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaiterait, c'est quand même réduire de façon drastique le recours à cette pratique qui semble quand même être hors du droit commun par rapport Oui, parce au que rappelons, consentement à l'impôt. cette pratique, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, mais rappelons que cette pratique, c'est jusqu'à 1,8 milliard d'euros, en fait, C'est ce qu'on a lâché en 2024 par rapport Voilà. à ce qui a été C'est-à-dire notifié, ce qui qui a ne été sont pas des réellement recettes, traité. qui sont des recettes fiscales en moins. C'est-à-dire C'est ça, qui qu'on a s'évapore. quasiment 2 milliards d'euros qui sont en moins en recettes fiscales parce que négo avec Polo, ce sont mes mots, je précise, mais j'aime bien négo avec Polo, je trouve ça chante presque. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, à minima, il n'y a pas de cadre légal, au moins mettons-en un, en fait. Exactement. Avec une structure, des encadrants, j'imagine, des experts aussi, des économistes. Voilà, on fait une demande. Il y a plusieurs articles dans cette proposition de loi avec une demande de rapport, avec une demande aussi de création d'un service au sein de l'administration fiscale qui puisse évaluer un petit peu ces règlements d'ensemble, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, et voilà, les on en est catégories. où actuellement dans le processus? Là, on a juste déposé la proposition de loi donc, à l'Assemblée nationale. Et donc maintenant, on verra à la rentrée éventuellement si on essaye de la rendre transpartisane, c'est-à-dire de la faire signer par plusieurs Ouais. groupes politiques. Voilà, on va regarder un petit peu. Il y a des premiers retours déjà au niveau transpartisan de comment c'est accueilli? Par exemple, moi, je suis en train de travailler sur un rapport sur les aides publiques aux entreprises, donc avec Jean-Paul Mattei.
qui est du groupe Modem, je crois, je sais plus, enfin, droite républicaine, je me rappelle plus, enfin bref, qui est pas à gauche en tout cas, et bon, lui, il ne signe jamais de propositions de loi qui ne viennent pas de lui, mais en tout cas, qu'il l'examine et qui va me faire un retour. Donc, c'est un travail de toute façon qui est déjà un peu transpartisan. D'accord, donc oui, voilà, ça Voilà. fonctionne. Bah, après, c'est vrai que le principe, là, il s'agit même pas de contester, mais au moins d'encadrer et de définir un cadre. Le- C'est ça, mais il faut pas croire pour autant que tout le monde va signer des deux mains et des deux pieds. Moi, j'ai été vaccinée parce qu'au début, je me suis dit, bah, l'évasion fiscale, ça peut être que transpartisan, en fait. Tout le monde est d'accord sur la Bah, tout limitation de dépend, j'imagine que tout l'évasion et de la dépend fraude. son interaction, on va dire, avec l'évasion fiscale. Des Voilà, fois. voilà. Et bien, on est surpris de voir qu'il y a certains députés que ça dérange pas tant que ça, l'évasion fiscale. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir, merci à vous.